on va parler du partenariat pour la mobilité ou du nouvel accord qui va régir cette question de mobilité entre la Tunisie et l'Union européenne. On a déjà amorcé cette discussion, je me rappelle, le premier jour avec notre ami Tarek. On a eu une petite heure de discussion à la fin de la première journée. Donc je ne vais pas revenir en détail sur tout ce qu'on a vu avec M. Kamel aussi. Et tout à l'heure, Evan aussi a donné quelques éléments sur cet accord de partenariat. Mais je vais essayer un peu de recadrer un peu tout le processus avant que ma collègue Marie donne plus de détails sur la question sécuritaire notamment. Avant de parler de l'accord en tant que tel, je souhaite rappeler un peu le cadre dans lequel cet accord a eu lieu. Cet accord-là vient, c'est vrai que ça fait quelques années qu'on entend parler d'un accord ou d'un partenariat pour la mobilité, mais ça a ressurgi un peu après le contexte de révolution en Tunisie et dans le monde arabe en général. Après ces révolutions-là, les gouvernements qu'on a connus en Tunisie se sont engagés à un respect des droits et des libertés fondamentales pour toutes et tous. Les leaders qui nous régissent aujourd'hui, surtout les partis qui sont au pouvoir, en tout cas en Tunisie aujourd'hui, on a entendu dire qu'ils critiquaient la politique étrangère de la Tunisie jusque-là, et ils disaient que ça touchait à la souveraineté nationale, et je ne fais que redire ce qu'ils ont dit, hein, ce n'est pas notre avis en tout cas, mais je redis ce qu'ils ont dit, et que ça n'a pas du tout profité à la Tunisie, et qu'au moment où ils seront au pouvoir, on va voir un changement radical au niveau de notre politique étrangère. De l'autre côté de la Méditerranée, suite à ce qui est médiatiquement en tout cas appelé le printemps arabe, l'Europe a vu réviser ses politiques étrangères et a lancé ce qu'elle a appelé la nouvelle politique européenne de voisinage. Cette politique-là se dit, ou bien en tout cas essaye, ou en tout cas c'est l'engagement de l'Union européenne, de mettre la question des droits et des libertés au centre de tous les accords qu'elle va avoir avec ces pays de voisinage. Donc, partant de ce contexte-là, bien entendu, toute personne, et notamment les organisations de la société civile, avaient des attentes et on était vraiment optimiste sur le contenu des nouveaux accords qui vont avoir lieu. Sauf qu'on a eu une grande déception après avoir vu tous les accords, notamment le nouveau plan d'action Tunisie-Union européenne 2013-2017 dont a parlé M. Bedoui et Evan ce matin, et surtout la question du partenariat pour la mobilité. Ce qu'on a remarqué, c'est que ce partenariat pour la mobilité n'était pas du tout spécifique à la Tunisie et que c'est un accord préétabli qui a été déjà signé par un nombre de pays, notamment la Moldavie, la Géorgie et le Maroc tout récemment. C'est un accord bien entendu, et je ne pense pas ajouter beaucoup de choses en vous disant que c'est un accord basé essentiellement sur une dimension sécuritaire et la référence en tout cas aux droits de migrants, de réfugiés et demandeurs d'asile reste tout à fait marginale. Donc finalement on a un accord qui s'appelle ou qui se veut être un accord pour la mobilité, mais la mobilité est un aspect très marginal et qui n'occupe pas du tout une position centrale aux dépens d'une approche sécuritaire dont ma collègue Marie va détailler par la suite. Donc, comme j'ai dit l'autre fois, on est devant le fait accompli que l'Europe est en train de chercher un nouveau policier pour la Méditerranée. Le rôle qui a été jusque-là joué par le régime en Libye, l'ancien en tout cas, et maintenant l'Europe cherche une nouvelle police pour la Méditerranée pour arrêter les flux migratoires, et cette fois-ci elle en a trouvé plus qu'un seul, puisque le Maroc a déjà signé et la Tunisie s'apprête à signer. Et contrairement, je dis et je répète, contrairement à ce que veut dire notre gouvernement, qui dit que, et l'Union européenne aussi, qui dit que les négociations sont dans leur début et c'est juste des négociations, l'accord
va être signé très bientôt. Et d'ailleurs, dernièrement, on l'a vu noir sur blanc, c'est pas moi qui le dis, parce que dans les objectifs de l'Union européenne, ça doit être signé, c'est pas un souhait, ça doit être signé avant la fin de 2013. Donc il ne reste que quelques mois pour réagir. Et c'est pas moi qui le dis, c'est l'Union européenne et c'est les documents qui ont été sortis en consensus avec la Tunisie, bien évidemment. Alors, en parlant de ce partenariat pour la mobilité et en traitant de cette question, il y a quelques difficultés pour nous en tant que société civile et je pense que ça peut se traduire en termes de recommandations par la suite. La première difficulté, c'est que ce partenariat n'a jamais été rendu public. Et jusque-là, aussi bien la partie européenne que la partie tunisienne refusent catégoriquement de publier le contenu ou bien de donner même des clarifications, si ce n'est pas publié, sur le contenu de ce qu'ils sont en train de discuter. Disant que c'est juste des discussions, un accord politique, je ne sais quoi, alors qu'on l'a vu pour le plan d'action, ils ont fait la même chose, de dire qu'il s'agit juste de discussion, il s'agit juste de négociations et il n'y a rien de concret. Et on se réveille un jour, on trouve le document publié sur le site web de notre ministère des Affaires étrangères et en demandant est-ce qu'on peut changer quelque chose, la réponse de la délégation européenne était claire que le document, une fois publié, on ne peut rien changer pour le plan d'action. Donc la deuxième difficulté, et je pense qu'on a discuté un peu ce matin, c'est que c'est le contexte dans lequel on est aujourd'hui et que c'est la question de mobilisation autour de la question de migration. Malheureusement en Tunisie, il y a très peu d'associations qui s'intéressent à la question de migration et aux droits des migrants. Très peu d'associations en tout cas. Et en même temps, au niveau de l'opinion publique, contrairement à d'autres droits qui arrivent à mobiliser des dizaines de milliers de manifestants dans les rues, la question de la migration n'est pas une question qui intéresse forcément l'opinion publique et c'est lié essentiellement à un concept de culpabilisation des migrants qui a été en tout cas promu par les médias. Disant que, parce que même il y a très peu de solidarité avec les migrants, même ceux qu'on a perdus, qui ont été disparus dernièrement en 2011 ou 2012 dans les naufrages et tout, il y a très peu de solidarité. On a entendu même des citoyens dire qu'ils ont mérité, ils n'ont pas à prendre les bateaux et à partir comme ça, etc. Dernièrement, on était dans un colloque avec nos amis du GTT, il y a eu un psychologue, et Talaq était là, un docteur en psychologie en tout cas, qui a tracé un profil psychologique des migrants clandestins, d'apprécier dire, et on s'est retrouvé devant un profil vraiment de psychopathe, en tout cas, d'après ce que... Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Et oui, réellement, c'était un docteur en psychologie qui s'est permis de tracer le profil psychologique, comme si c'était une maladie, le fait de migrer, d'exercer son droit de circuler librement. Il s'est permis de leur tracer un profil psychologique. Bien entendu, c'est des gens en déception, sans aucune en profil de dépression aiguë et de troubles bipolaires, je dirais. Donc, dans tout ce contexte-là, est apparu, et ça n'a fait que diminuer nos possibilités de négociation, est apparu ce nouveau partenariat pour la mobilité. Je ne vais pas parler trop des détails de ce contexte parce que clairement, ça n'apporte pas beaucoup de nouveautés à l'état actuel des choses qu'on connaît tous, mais je vais insister sur deux points principaux de cet accord, qui sont les pierres angulaires de cet accord. Le premier point, qui est un point négatif et qui pose beaucoup de problèmes pour les deux côtés tunisiens et européens, et le deuxième, qui se veut être un point positif de cet accord. Je commence par le côté négatif, qui est la question brûlante de réadmission. La réadmission, c'est quoi? C'est simple, c'est que les États européens ont le droit de renvoyer, je dis les mots tels qu'elle est là, et de refouler toute personne qui se trouve en situation irrégulière vers la Tunisie. Mais le plus grand problème, c'est que cette mesure de réadmission ne concernera pas uniquement les citoyens tunisiens et les ressortissants tunisiens, mais ça va s'étendre pour cette fois
vers les ressortissants des pays tierces qui sont supposés avoir transité par la Tunisie. Et là, je me demande comment déjà on arrive à vérifier qu'ils ont transité par la Tunisie et pas par la Libye et l'Algérie, par exemple. Avec tout ce qui accompagne ce processus de réadmission, d'abus de droits humains, parce qu'il y a des détentions, il y a tout un processus sécuritaire qui pose beaucoup de problèmes au niveau des droits humains. Et donc, on se retrouve finalement, à cause de cette mesure de réadmission, on était jusque-là en train de combattre cette fermeture des frontières au niveau européen, et on se retrouve aujourd'hui à combattre une externalisation des frontières européennes. Donc aujourd'hui, les frontières européennes ne seront plus celles qu'on connaît, mais les frontières vont s'étendre jusqu'à la rive sud de la Méditerranée, parce que l'Europe compte, à partir de la signature de ce contrat, gérer les migrants en situation irrégulière à partir de la Tunisie, du Maroc et des autres pays qui vont signer cet accord. Je passe au deuxième point qui est censé être un point positif, qui est la petite astuce que les Européens, je dirais, ont trouvé pour nous passer cet accord, c'est le point de facilitation d'octroi de visa. Si la Tunisie s'engage à réadmettre ses ressortissants et ceux des pays tiers, les États européens, d'après cet accord-là, s'engagent, ou bien l'Union européenne s'engage à faciliter aux Tunisiens l'accès au visa. Cependant, il y a quelques questions qu'il faut se poser absolument pour comprendre cette mesure-là et savoir son ampleur et son importance. De un, qu'est-ce qu'on veut dire par facilitation d'octroi de visa? Parce que dans cet accord politique, on parle de facilitation d'octroi de visa, mais ça nous est arrivé de demander, de nous expliquer en quoi ça va consister cette facilitation. Est-ce que ça va être une simple facilitation des procédures administratives et autres, ou bien ça va se traduire en termes d'augmentation du nombre de Tunisiens qui vont avoir l'accès au visa? Ça, on ne sait pas exactement, et ça a été reporté à ce qu'ils appellent l'annexe de mise en œuvre du partenariat. La deuxième question qu'il faut se poser, à qui va bénéficier cette facilitation? Et on a répondu, je pense, à cette question-là, que ça va bénéficier aux hommes et femmes d'affaires, aux personnes hautement qualifiées, aux chercheurs tunisiens, etc. Et moi, la question qui m'arrive en tête, c'est que en quoi c'est nouveau cette mesure, et ça apporte quelque chose de nouveau. Parce que d'après ma connaissance, en tout cas, ces personnes-là ont, dans l'état actuel des choses, une facilité à avoir des visas. Et je n'ai jamais vu, en tout cas, un homme d'affaires ou bien un cadre hautement qualifié qui a vu rejeter son visa. Je parle en tout cas. Donc, en quoi cette mesure apporte quelque chose de nouveau pour la Tunisie, si ce n'est pas de la poudre aux yeux. Voilà, donc finalement, c'est garder l'état actuel des choses, mais le nommer, donner un nom, on va faciliter l'octroi de visa. Donc c'est finalement un effet d'annonce. Oui. Voilà, on vous annonce la facilitation d'octroi de visa. Mais c'est finalement une continuité de l'état actuel des choses. Le troisième point qui est très important par rapport à cette facilitation concerne l'engagement des pays membres et des États membres de l'Union européenne vis-à-vis de cette facilitation de l'octroi de visa. Parce qu'on sait tous que personne d'entre nous ne va demander son visa depuis la délégation de l'Union européenne. On demande tous nos visas des États membres qu'on connaît tous. Et donc, les États membres, si l'Union européenne, on va signer avec l'Union européenne, en quoi les États membres seraient engagés par cette mesure de facilitation? Surtout, si on revient au premier point, qui dit que déjà la facilitation n'est pas très bien clarifiée, en quoi ça consiste. Et donc, finalement, cet engagement n'est pas très clair parce que tout État européen peut se dire en état de crise et peut dire qu'il compte sur un autre État pour le faire. Et ça reste un point à débattre.
surtout si on revient si on sait que cet accord n'est pas du tout contraignant pour l'Union européenne, à part la mesure de réadmission où l'État tunisien va signer un accord pour s'engager à réadmettre ses ressortissants et ceux des pays tiers qui ont transité par la Tunisie. Mais pour le reste, ça reste une déclaration politique et ça ne va pas se traduire en des mesures législatives contraignantes. Et on peut imaginer qu'avec la montée d'un gouvernement plutôt conservateur du côté européen, il peut, puisqu'il n'y a aucun engagement législatif qui a un pouvoir de loi, donc on peut se désister très facilement. Parce qu'on a vu jusque-là, même des engagements avec une force contraignante, et avec ça, il y a des États européens qui n'ont pas appliqué leurs engagements, et on revient peut-être au cas de la France qui a voulu fermer ses frontières avec l'Italie après que l'Italie ait donné des cartes de séjour aux Tunisiens. On peut revenir à d'autres cas, notamment cette mesure européenne qui prévoit des mesures urgentes en cas de crise dans les pays de voisinage et qui n'a pas été appliquée pendant les révolutions. On peut dire que la Tunisie n'était pas en situation de crise particulière, mais la Libye en tout cas était dans une guerre et les Européens n'ont pas du tout respecté leur engagement et n'ont pas ouvert leurs frontières aux flux migratoires qui viennent de Libye. En tout cas, ils n'ont même pas accepté surtout nos pays voisins, la France par exemple, n'a accepté aucun réfugié et n'a accepté de rapatrier aucun réfugié. Donc, à chaque fois où on était invité à discuter de ce partenariat-là, comme j'ai dit déjà, le problème c'est qu'on n'a jamais eu accès à ce document-là. Mais avec ça, on nous dit que nous, en tant que société civile, on exagère, on a tendance à exagérer, à dire du n'importe quoi, et qu'on ne voit pas les bénéfices qu'il va y avoir par cet accord de partenariat. Et partant de ce constat, on a essayé de voir l'état d'autres pays qui ont déjà signé il y a quelque temps, notamment la Géorgie, la Moldavie, l'Arménie, etc. Le Maroc, on ne peut pas juger parce qu'il vient tout juste de signer. Et finalement, dans les rapports qui sortent sur ces pays-là, clairement, ce partenariat n'a pas du tout été synonyme de facilitation dans la mobilité des personnes ou bien de la création de nouvelles opportunités pour les ressortissants des pays du voisinage pour aller vers la partie européenne, mais plutôt ça s'est traduit uniquement en tous les fonds qui ont été consacrés à ce partenariat ont été dépensés pour le renforcement du dispositif sécuritaire, la formation des agents des pays du Sud, comment arrêter une nouvelle fois les flux migratoires. Un point que j'ai oublié par rapport au visa, que l'Union européenne, comme j'ai dit l'autre fois, est compétente uniquement sur les visas de court séjour, donc on ne peut pas s'attendre à ce que ces facilitations d'octroi de visa ne sont pas du tout synonymes de création d'emplois ou bien d'opportunités de travail ou de résidence de Tunisiens dans la partie européenne. C'est des visas de court séjour parce que l'Union européenne n'est pas du tout compétente pour le reste. Il n'y a pas de politique européenne de migration. Je finis par quelques fautes méthodologiques, peut-être avant de donner la parole à Marie. Quelques fautes méthodologiques que notre gouvernement et la partie tunisienne, en tout cas pas que le gouvernement, a commis pendant ces négociations-là. Et je commence tout d'abord que déjà personne n'avait compris comment l'Union européenne puisse négocier un contrat avec autant d'ampleur avec un gouvernement provisoire, déjà. Et ça, je pense qu'il faut le rappeler parce que notre gouvernement est un gouvernement provisoire et c'est un accord qui va porter sur qui ne va pas porter sur une année ou deux, c'est un accord qui va durer dans le temps et personne, en tout cas nous en tant qu'organisation de la société civile, on n'a pas compris comment la partie européenne puisse discuter d'un accord aussi important avec un gouvernement de transition.
Surtout que cet accord-là, ça fait, par exemple pour le Maroc, ça fait des années qu'ils essayent d'imposer cette mesure de réadmission et qu'on refuse à chaque fois, mais qu'après la montée d'un nouveau gouvernement, ils ont pu passer ce qu'ils avaient en tête. Monsieur le directeur, vous avez de la visite. Deuxième point après la question de négociation avec un gouvernement provisoire, c'est qu'on a eu l'impression en tout cas qu'il y a un certain marchandage au niveau des accords. Donc la partie européenne a compris les points faibles de notre gouvernement et du coup, dans ces accords, elle a essayé de passer, donc moi je ferme les yeux sur quelques côtés mais toi tu acceptes quelques dispositions qui ne sont pas peut-être en ta faveur. Et je cite en l'occurrence, par exemple dans le plan d'action Tunisie-Union européenne, on a vu disparaître d'un jour à l'autre la question de la levée des réserves sur la CEDAW, la Convention de l'élimination de toutes les formes de discrimination envers les femmes. On a vu cette mesure-là qui était au début présente mais qui a disparu d'un jour à l'autre et on se demande là si ce n'était pas un marchandage. Donc moi je ferme les yeux sur la CEDAW que tu n'as pas déposé les instruments de la CEDAW et en contrepartie le gouvernement accepte cette mesure de réadmission. La troisième faute méthodologique est relative à la négociation chaque pays à part. On est en face, que l'on veuille ou pas, en face d'un géant européen avec 28 pays maintenant et avec des pays qui ne sont pas négligeables non plus. C'est des forces économiques comme l'Allemagne, la France, etc. Et devant ce géant économique, un tout petit pays comme la Tunisie qui est en train de négocier tout seul, bien évidemment, il y a une asymétrie, la balance des forces n'est pas du tout en notre faveur et je pense que la négociation chaque pays à part n'était pas du tout une bonne affaire et moi franchement je ne comprends pas. La Tunisie et le Maroc ont commencé leurs négociations pratiquement au même moment et je n'ai pas compris comment il n'y a eu aucune coordination entre les deux pays, au moins si ce n'est pas avec toute la région, pour renforcer en tout cas notre position et nos possibilités de négociation. La dernière faute, je pense que c'est ça. Si je me rappelle autre chose, je vais vous le dire, mais je pense que c'était ça, en fait, les principales fautes méthodologiques qu'on a commises et il faut me les traduire, je pense, après au niveau des recommandations. Et merci.